Bonjour à tous. Découvrons aujourd'hui l'incroyable histoire de Shirley Hitchings et de son poltergeist qui la suivra durant 12 ans. Le cas, appelé communément le poltergeist de Battersea, est extrêmement rare en raison de la durée de la hantise, mais également de l'étendue de sa violence. Cette histoire remonte à l'année 1956. À l'époque, quand la presse en est mêlée, elle mentionnait bien qu'il s'agissait d'un poltergeist, car comme c'est quasiment toujours le cas dans ce genre d'affaires, les phénomènes gravitent autour d'une adolescente, en l'occurrence Shirley, âgée de 15 ans. Mais dans notre histoire, les phénomènes et les événements qui jalonnent la timeline n'ont plus grand-chose à voir avec un cas de télékinésie. Comme je l'ai mentionné dans ma vidéo sur le poltergeist dark ou à Tripon, aujourd'hui le mot poltergeist implique avant tout l'idée que les phénomènes ne relèveraient a priori pas du paranormal, mais seraient le résultat non encore prouvé à large échelle d'une décharge d'énergie psychique sur l'environnement. Autrement dit, derrière l'inexplicable se cacherait en réalité une influence de l'esprit humain sur la matière, induisant un mouvement, une énergie subtile qui serait capable de perturber les objets, les appareils électriques et pourrait même déclencher des feux. Mais dans le cas d'aujourd'hui, les phénomènes ont pris une telle ampleur et sur une telle durée qu'il est peu vraisemblable que le psychisme humain soit le seul à mettre en cause. Ici, il y a certes des bruits incessants de coups, d'une portée dit-on de 200 décibels, des grattements, des feux spontanés, mais il y aura plus que cela. Pour cette histoire, je me suis basée sur le podcast de 2021 en 13 épisodes de la BBC, animé par Danny Robbins. Cette rétrospective est d'autant plus intéressante que Danny Robbins a eu accès à toutes les notes que Harold Shibet a prises durant l'enquête. Harold Shibet, c'est un peu ce qu'a été Maurice Grosse pour la famille Hodgson, qui est au cœur de l'histoire du poltergeist d'Enfield. Comme Maurice Grosse, Harold Shibet consacrera une grande partie de son temps, des années même, à traquer le poltergeist de Battersea. Il est l'un des pionniers en recherche paranormale et passera un demi-siècle à collecter des documents sur les phénomènes occultes. Durant ses recherches, il a été amené à rencontrer Harry Price par exemple, mais il échangeait également avec de nombreux scientifiques et passionnés d'occultisme. Toutes les notes qu'il a prises ont été remises après sa mort à Shirley Hitchings. Cette dernière les a donc remises à la BBC qui a pu retracer précisément la chronologie des événements. De plus, au cours de son émission, Shirley Hitchings elle-même, âgée de 80 ans, intervient régulièrement tout au long du podcast. Maintenant, si vous le voulez bien, replaçons-nous en 1956, dans la banlieue du sud-ouest de Londres, au 63 Wycliffe Road. Nous sommes devant cette modeste mais charmante maison d'une rue de la classe travailleuse. La famille se compose d'abord de Walter Hitchings, 48 ans, conducteur de métro à Londres, et de son épouse Catherine, appelée Kitty, 51 ans, en chaise roulante en raison de son arthrite chronique. L'étage supérieur de la maison est occupé par la grand-mère Ethel, une grande Irlandaise d'1,93 m, infirmière à la retraite et au caractère bien trempé. Ensuite viennent les enfants, Shirley 15 ans et John, le frère adoptif de celle-ci, la vingtaine, qui travaille comme chef de chantier. Les événements étranges ont débuté très exactement le vendredi 27 janvier 1956. Shirley se lève comme tous les jours. Elle prend son petit déjeuner à la cuisine, puis retournant à sa chambre, découvre une clé sur son oreiller. C'est une clé en argent. Elle paraît ancienne. Elle est d'une jolie facture avec des courbes. Avec l'aide de son père, ils essayent la clé sur toutes les serrures de la maison, mais sans succès. Walter la pose ensuite sur le rebord de la cheminée, mais très étrangement la clé disparaîtra de là et elle ne sera plus jamais retrouvée. C'est à partir de cet événement que tout commence. Vers 1h du matin, la famille se réveille, alertée par des bruits provenant des plafonds, des murs, du sol, mais surtout de l'extérieur de la maison. Mais le bruit est si fort qu'on l'entend de la rue et que des voisins viennent tambouriner à la porte de la famille à 3h du matin. Ceux d'en face appellent la police. Ils pensent que la famille fait des travaux, qu'ils sont en train d'arracher le parquet du sol. La famille ne comprend pas. Eux ont l'impression que les coups proviennent de l'extérieur. Ils ont beau fouiller la maison, explorer les moindres recoins, le bruit continue. C'est comme si quelqu'un doté d'une force surnaturelle était piégé dans les murs et voulait entrer à tout prix dans la maison. Durant les semaines suivantes, c'est tous les soirs que les bruits vont se déchaîner dans la maison, et ce durant plus de 2 semaines. Toute la nuit, on entendait des coups, des bruits de griffures dans les murs, les plafonds, mais également à l'intérieur des meubles. Avec ça, les lumières clignotaient ou s'éteignaient.
Shirley s'agrippait au bras de son père, le suppliant de faire arrêter ces bruits, mais Walter était impuissant. « Please, make it stop. I wish I could, girl. Arrête ça, papa, s'il te plaît. Si seulement je pouvais, ma fille. » La famille fera intervenir plusieurs fois la police, mais également des géomètres, afin de déterminer la source de ce vacarme, mais personne n'apportera d'explication. Durant tout ce temps, la famille vivait dans la terreur, en vase clos dans leur maison. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait et n'arrivaient pas à trouver le sommeil. Puis les phénomènes s'empirèrent et le 18 février 1856, ce sont les objets qui sembleront s'animer d'eux-mêmes. La première chose qui a bougé était un gant de Shirley. Tandis que la famille était réunie dans la cuisine, le gant de la jeune fille s'est soudainement envolé et a heurté la joue de Walter. Et pire encore, le soir même du 18 février, Shirley, terrorisée, lévitera de son lit sur une hauteur de 15 cm environ. 65 ans plus tard, ce souvenir reste toujours aussi vivace dans sa mémoire. Je flottais au-dessus de mon lit. Quand John m'a tiré vers le bas, j'étais rigide. Ma grand-mère, qui était catholique, pensait que j'étais possédée par le diable. J'ai cru que je devenais folle. Je pleurais tout le temps, j'étais très traumatisée. Le 20 février, la presse s'en mêlera. Le premier article paraîtra dans le Daily Mirror. Durant ce temps, les poils étaient constamment jetés au travers de la pièce par une force invisible. Parfois, elles retombaient ou bien ciblaient l'un ou l'autre d'entre eux. Puis les pantoufles aussi se sont jointes à la valse, lévitant puis retombant brutalement. Après avoir lu l'article dans la presse, Harold Chibet est venu sonner à la porte des Hitchings. Le 6 mars 1956 exactement, il est venu leur proposer son aide. Cet homme d'une cinquantaine d'années était autrefois pilote durant la Deuxième Guerre mondiale. À cette époque-là, il travaillait la journée au bureau des impôts, mais il dédiait, comme je vous l'ai dit plus tôt, le reste de son temps libre au paranormal. Ce chercheur passionné savait toutefois garder la tête froide, trier le bon grain de livret. Il cherchait des preuves concrètes d'une vie après la mort, mais il n'était pas prompt à croire n'importe quoi. En vérité, Harold Chibet sera d'un grand secours pour la famille, leur apportant son soutien et ses connaissances dans le domaine. Il s'entendra bien avec les Hitchings et avec Shirley. Du reste, il dédiera le restant de sa vie à cette affaire, passant de nombreuses années auprès de la famille, dormant sur le sol de la cuisine dans un sac de couchage. Durant ses recherches, il prendra des photos et une multitude de notes, comme je vous l'ai dit. La famille lui décrira donc précisément les phénomènes et ce sentiment désagréable qu'ils éprouvaient tous d'être épiés en permanence. Kitty, la mère, avait même donné un nom au fantôme, celui de Spooky Willie, mais elle proposera ensuite de l'appeler Donald, comme Donald Duck. Dès lors, tout le monde nommera cette chose Donald. Harold Chibet a pu constater combien la famille était terrorisée et surtout épuisée par ces nuits blanches qui se succédaient. Mais rapidement, il constatera de lui-même que les meubles se mettaient à bouger tout seuls. Rapidement, Harold Chibet, qui connaissait bien les cas de poltergeist, comprendra que les événements gravitaient essentiellement autour de Shirley. Il lui expliquera même, sans chercher à l'apeurer, que les cas de poltergeist sont quasiment toujours reliés à la présence d'un ou d'une adolescente. Cette déclaration effrayera tout de même Shirley, qui se sentira très souvent coupable des événements qui surviendront dans la maison. À 15 ans, elle avait quitté l'école et voulait s'inscrire à une école d'art. Elle se décrivait comme une enfant choyée par ses parents. Shirley avait de nombreux amis et aimait sortir danser. La présence d'Harold Chibet ne calmera pas le capharnaüm quotidien. Les bruits continuaient de se déchaîner sans explication. Ils étaient tellement effrayés qu'ils avaient l'impression qu'ils allaient mourir, dira Shirley. Interviewée 65 ans plus tard, elle expliquera. Toute la maison tremblait comme si c'était un raid aérien. Ça a duré nuit après nuit pendant 3 semaines. Nous étions brisés. Certes, on pourrait se dire que dans cet état d'extrême fatigue, ils étaient tellement tous lessivés qu'ils auraient pu avoir des hallucinations auditives et visuelles, croyant voir les pantoufles et les poils s'envoler. Le souci, c'est que Harold Chibet était maintenant là pour constater ces événements. Ethel, la grand-mère irlandaise, était persuadée quant à elle que la force qui hantait sa maison était démoniaque. Un jour, elle a fait venir un prêtre à la maison afin qu'il la bénisse, ce qu'il a fait. Ensuite, Ethel a déposé un crucifix au sol, mais il s'est brusquement déplacé comme si un pied invisible avait shooté dedans.
Pour Harold Shibet, Donald était un esprit piégé qui se servait de la jeune fille comme d'une batterie afin d'y puiser son énergie. Ce qu'il cherchait à faire par ses coups, c'était avant tout attirer leur attention. Du reste, à force de patience, Harold réussira à instaurer un dialogue avec Donald, une sorte de morse élémentaire. Un coup pour non, deux pour oui. Et la presse, de plus en plus intriguée par cette affaire, viendra elle-même interroger le fantôme. L'un des journalistes, manquant de tact et prenant sans doute l'affaire pour une plaisanterie, demandera même à Donald « Es-tu amoureux de Shirley ?» La réponse donnée sera « Puis Shirley, s'adressant directement à Donald, le suppliera de partir et de les laisser en paix. Elle recevra en guise de réponse « Qu'est-ce que ça signifie ?» demandera-t-elle. Harold Shibet dira « Non, non et non ». Par la suite, le paranormaliste essaiera d'instaurer un échange plus précis. Il désignera des lettres sous forme de cartes et l'esprit tapait quand les bonnes lettres étaient posées, épelant ainsi les mots qu'il voulait dire. Ainsi lentement, l'esprit a commencé à taper des messages de plus en plus précis. Il a dit qu'il était français et qu'il avait peur. « Cela nous a fait de la peine pour lui », dira plus tard Shirley. Du reste, Shibet s'apercevra ensuite que certains des mots que tentait d'écrire Donald étaient dans une langue étrangère, très certainement le français. Dès lors, il lui posera des questions en français. Mais les journaux, après l'épisode de Donald tapant 2 coups pour avouer être amoureux de Shirley, feront leur chou gras de cet événement, disant que la jeune fille vivait une romance avec Donald. Ils ne prenaient pas l'affaire au sérieux, tournant cette histoire dramatique au roman de gare entre une adolescente et un fantôme. La famille Hitchings était profondément blessée. Ils vivaient l'enfer au quotidien et la presse s'en amusait. Si cela pouvait faire sourire le lecteur, cela n'en restait pas moins cruel à l'égard de la famille. À partir de là, c'est tous les jours que des journalistes feront le pied de grue devant la maison des Hitchings, jour et nuit, si bien que la famille ne pouvait plus sortir. Et à l'intérieur, les manifestations continuaient d'aller crescendo. Les objets se déplaçaient, comme cette horloge qui a quitté devant les yeux de tous le bord de la cheminée pour tomber sur la table. Aussi Donald aimait retirer les ampoules des lampes afin que la famille reste dans le noir. Les communications entre Donald et Harold continuaient. Walter, insomniaque, n'allait plus travailler, il était épuisé. Plus tard, il perdra même son travail. C'est à ce moment-là que l'un de ses collègues qui se disait médium lui proposa son aide. Il essayerait de faire partir Donald par le biais d'un exorcisme. Shirley sera mise au courant de l'exorcisme seulement le jour même. Avec Walter, ils se rendirent donc chez Harry Hanks. Ils pénétrèrent dans un salon, des chaises étaient disposées en cercle devant une cheminée, la pièce plongée dans une semi-obscurité. Shirley s'est tout de suite sentie inconfortable, elle n'aimait pas cela et se sentait effrayée. Elle demandera même à son père de partir, mais elle restera. La séance pourtant ne put débuter tout de suite car bien évidemment la presse avait alerté la police qui arriva sur les lieux. Une nouvelle fois, des articles paraîtront plus tard au sujet d'une réunion de magie noire ou de sorcellerie qui aurait pris place dans le but de chasser le fantôme de la maison des Hitchings. Mais après le départ de la police, ils feront des prières et Harry Hanks, à la fin de son exorcisme, était persuadé d'avoir nettoyé définitivement la maison de son ami Walter. Pour lui, Donald ne reviendrait plus. Shirley et son père retournèrent donc chez eux. Étrangement, ils trouvèrent la maison très calme, mais ce n'était là qu'une trêve. Un peu plus tard, un homme arrive avec une caméra et demande à Kitty, la mère, s'il peut prendre Shirley pour une interview dans son van garé au coin de la rue. La mère accepte, mais Shirley est conduite chez Ronald Maxwell, un journaliste du Daily Mail qui est déjà venu chez les Hitchings au début de l'affaire. Sans tourner autour du pot ni même demander son avis, il demande à Shirley d'appeler Donald. Shirley coopère malgré elle, elle n'ose pas refuser. Alors elle demande à son fantôme s'il est là. Des coups se font alors entendre dans le sol. Ne se laissant pas décontenancer, Ronald Maxwell lui demande alors de retirer ses bottes. Puis il la conduit chez un docteur, et d'autres coups se font entendre sur le bureau. Ensuite, le rideau s'est soulevé et tout ce qui était sur le bureau du médecin s'est enlevé. Le praticien eut si peur qu'il a filé. Shirley n'en pouvait plus et demandait à retourner chez elle, ce qu'ils ont accepté de faire. Suite à cette entrevue, un nouvel odieux article est paru dans la presse indiquant que Shirley produisait elle-même les bruits avec ses bottes. Encore une fois, l'affaire est discréditée. Mais au 63 Wycliffe Road, les phénomènes se poursuivent, mettant maintenant en danger la vie de leurs occupants.
Voilà qu'en pleine journée, un des lits de la maison prend feu. Tout le monde suffoque et Walter le père se blesse en cherchant à éteindre les flammes. Il est conduit à l'hôpital. Les services d'urgence appelés sur les lieux n'ont pas trouvé la cause et n'ont pu expliquer comment le lit avait bien pu prendre feu. À l'hôpital, le médecin s'étonne quant à lui de l'étrange blessure de Walter. La plaie présentait 3 grandes griffures en son centre. Shirley s'en est terriblement voulu de cet incident, pensant qu'elle était coupable. Forcément, elle était fautive, car c'est à elle que Donald s'était accroché. Il se nourrissait de son énergie pour nuire à la famille. Harold Chibet proposera alors qu'un journaliste vienne sur le cas pour rester une nuit entière et faire taire une bonne fois pour toutes les spéculations de la presse. C'est ainsi que Shirley, se souvenant de Joyce Lewis, une jeune journaliste dans la vingtaine qui avait interrogé Shirley quelques semaines plus tôt, viendra passer une nuit chez les Hitchings. Durant cette nuit, où les lumières étaient restées allumées et la porte de la chambre ouverte, la jeune journaliste dormira dans le lit de Shirley, tenant ses mains dans les siennes et bloquant ses jambes sous elle. Elle notera tous les détails, heure par heure, minute après minute, des événements qui surviendront. Les bruits de grincement, le froid glacial arrivant dans la chambre, les draps violemment retirés, le lit qui bouge, l'odeur de brûlé qui s'ensuivra, et Shirley griffée d'un coup, présentant 4 marques. À 2h30, une force invisible tirant sur le corps de Shirley qui venait à peine de s'endormir. Elle s'était réveillée, le corps à demi par terre. Joyce Lewis était convaincue que des événements paranormaux avaient bel et bien eu lieu cette nuit-là. Le fantôme était réel, Shirley avait sa revanche. Quelque temps après ces événements, ils reçoivent un jour le premier message sur le carnet de notes de Chibet. « Shirley, I come, my Shirley. Shirley, je viens, ma Shirley. » Par la suite, Donald rédigera des centaines de lettres. Un jour, Harold recevra même une carte de Noël de Donald. Mais pire que cela encore, des notes apparaîtront bientôt sur le mur. « Viva France, le roi Louis !» et sur la tête de lit des parents, des symboles de fleurs de lys. À force d'échanger avec Donald, Harold Chibet comprend que ce dernier serait né en 1720. L'entité avait même donné des noms. Puis, Donald aurait précisé qu'il aurait été tué avant la Révolution française et qu'il était le prince Louis-Charles. Il aurait voulu fuir la France et serait mort noyé à l'âge de 10 ans. Après vérification, Harold Chibet découvrira que le sort du fils de 10 ans de Louis XVI et de Marie-Antoinette avait déjà fait l'objet de nombreuses spéculations. Donald aurait même fourni des éléments que peu de gens pouvaient connaître, comme les noms des gardes du corps de Louis-Charles, vérifiés plus tard dans les archives parisiennes par Harold Chibet. Mais le problème avec Donald, c'est qu'il racontait à chaque fois de nouvelles choses. La construction de son identité était fluctuante, incertaine et variable. Au fond, la seule certitude était que Harold Chibet devenait de plus en plus obsédé par sa quête, y travaillant nuit et jour sans trêve, risquant sa santé, sa sérénité, dans le seul but de trouver la preuve ultime. Pendant ce temps, les notes de Donald se multipliaient dans la maison, ressemblant de plus en plus à des ordres. Donald avait notamment des exigences sur la façon dont Shirley devait se vêtir. Shirley doit s'habiller comme une dame de la cour, porter une robe, une blouse, des chaussures. Il va falloir aller retirer de l'argent en banque. Elle devait se coiffer encore de telle ou telle façon. Si la famille ne coopérait pas, Donald les menaçait alors qu'il allait mettre le feu à la maison. Ainsi, pour être tranquille, la famille avait tendance à acquiescer à ses commandes. Jour après jour, sans même s'en rendre compte, ils devenaient ses otages. Ainsi, Shirley retrouvait ses poupées réarrangées en cercle. Et surtout, Donald aimait certains programmes télévisés. Il exigeait de voir tel ou tel programme et s'était même mis à écrire directement aux stars. L'une d'entre elles lui avait particulièrement tapé dans l'œil, Jeremy Spencer. « Je veux l'image de Jeremy Spencer. Il est mignon. J'aimerais qu'il rencontre Shirley. » Donald voulait sa place dans la famille. Il tenait à prendre part à leur quotidien et mener son petit monde à la baguette. Mais un jour, il laissera une étrange note indiquant qu'il voulait avertir Jeremy Spencer d'un accident imminent. « De grâce, aidez Jeremy Spencer. Vous avez exactement 24 heures, s'il vous plaît. Vous ne souhaitez pas sa mort. » Comme la grand-mère et elle n'aimait pas que la famille soit au garde-à-vous devant le fantôme, il laissait des notes de plus en plus désagréables à son sujet. « Wally, pour la désobéissance de Nan, fais-la tomber du lit. Stupide vieille gueuse, elle est âgée et ressemble à une betterave pourrie. » Et quand Shirley se mit à chercher un nouvel emploi, Donald réagira très violemment, mettant la maison à sac. La table du salon sera griffée, une lampe jetée au sol, le papier peint déchiré, les fruits écrasés, le pantalon préféré de John déchiré,
mais également dans la cuisine, des couteaux seront lancés au travers de la pièce. Mais c'est aussi durant cette période que la famille apprendra par la presse que Jeremy Spencer avait bel et bien eu un accident de voiture le dimanche, exactement comme l'avait prédit Donald. Non seulement le fantôme était invasif et clairvoyant, mais il devenait de plus en plus audacieux. Ainsi, il s'en prendra physiquement à la grand-mère Ethel, la poussant dans les escaliers. Quelque temps plus tard encore, les parents de Shirley, Kitty et Walter retrouveront leur lit trempé d'alcool et maculé de raticides. Ce même mois, exactement le vendredi 19 octobre, alors qu'ils étaient tous réunis dans la chambre des parents, ils entendront un message tapé sur le mur. Le message demandait qu'ils fassent descendre la grand-mère Ethel. Malgré sa fatigue, cette dernière consentira à descendre. Peu après, les objets ont commencé à voler dans la chambre. La famille a entendu des murmures jusqu'à ce qu'une voix de femme se fasse clairement entendre. Elle avait un accent irlandais. Cette voix venait d'un coin de la chambre et elle disait à Ethel, la grand-mère, « J'ai un message pour toi. » La vieille femme semblait totalement bouleversée. « Non, cela ne peut pas être toi. » Ethel, après avoir écouté le message, quittera brusquement la pièce et retournera dans sa chambre. Sarah était le prénom de sa mère. Dans les jours suivants, Ethel restait à son étage. Elle ne voulait plus descendre manger. Elle n'avait pas rapporté ce qu'à la voix lui avait dit, mais avait admis avoir reconnu la voix de sa mère. Quelques semaines plus tard, Ethel décédera d'une crise cardiaque. Le temps passa, la famille était toujours sous l'emprise de Donald. Impuissante, elle devenait habituée au phénomène. Comme dans le syndrome de Stockholm, les manifestations de Donald, ses notes, ses coups, faisaient maintenant partie de leur quotidien, un quotidien qu'ils avaient accepté. Forcément, on se demande tous pourquoi ils n'ont pas déménagé. Ils sont restés parce qu'ils étaient locataires et qu'ils voulaient économiser pour s'offrir une maison. Mais également parce que Catherine était en fauteuil roulant. Elle ne pouvait pas se déplacer facilement et il y avait eu des agencements faits dans la maison afin de lui faciliter son quotidien. Partir n'était pas si aisé que cela. Surtout que maintenant, la routine s'était installée. Pourtant, de temps en temps, certains événements étaient plus troublants que d'autres. Un jour, par exemple, en 1958, soit 2 ans après le début de la hantise, Shirley, alors qu'elle faisait du lèche-vitrine avec son amie Marjorie, a vu un magnifique collier dans la vitrine d'un joaillier. Les 2 copines se sont arrêtées et sont restées longtemps à l'admirer. Shirley le trouvait splendide. Quelques heures plus tard, en rentrant vers midi, son père a accueilli sa fille en lui demandant « C'est quoi ?» Le collier était sur la table du salon. Walter a tout de suite traîné sa fille chez le joaillier afin de lui remettre le collier. Ce dernier, furibond, voulait appeler la police. Il ne croyait pas à cette histoire de poltergeist. Mais finalement, il a admis qu'en effet, aucune des 2 jeunes filles n'était entrée dans sa boutique. Ainsi, le temps s'écoulait avec les frasques et les caprices de Donald et ses notes qu'il laissait. Sur une période de 12 ans, il rédigera environ 400 mots. Beaucoup d'entre eux sont illisibles, parfois c'est un mélange de français et d'anglais, et de temps en temps, ils sont adressés à « mon chéri Chibet ». Un jour même, alors que Shirley était absente à son travail, Donald avait rédigé 60 mots dans la même journée. Harold, afin d'exclure la possibilité qu'un des membres de la famille ne soit l'auteur de ces étranges missives, avait procédé à une expérience. Il avait fermé le salon à clé appelé la chambre de Donald, car c'est là que l'exigeant fantôme regardait la télévision et disposait les poupées de Shirley en cercle. Comme il n'y avait qu'une clé pour cette serrure, personne d'autre que Chibet ne pouvait y entrer. Et le lendemain, le paranormaliste avait retrouvé de nouvelles notes dans la chambre. Enfin, c'est seulement en 1964 que la famille qui avait pu économiser assez d'argent pour acheter une maison a pu déménager à Lashmere Road, qui se trouvait à 15 minutes de marche de leur ancienne maison. Pourtant, l'activité a recommencé de manière sporadique, mais toujours présente. À cette époque, Shirley avait 20 ans, elle s'était mariée et avait un enfant. Elle avait trouvé un emploi auprès d'une fabrique de costumes. Malheureusement, elle se fera renvoyer au bout d'1 semaine seulement parce que les ciseaux disparaissaient ou volaient au travers de la pièce de manière inexpliquée. Puis, 2 ans plus tard, en 1968, Donald laissera un message en anglais à sa famille en disant « My work is done », mon travail est fait. Ce sera son dernier message. Regardant en arrière, Shirley, âgée de 80 ans, reproche encore à Donald de lui avoir volé son adolescence. Ça a duré des années, elle n'a fait qu'exister dans un état de terreur constant avec cette chose colérique, capricieuse et fantasque qui n'avait ni corps ni visage. Alors qui était Donald ? Était-il bien le fils décédé de Louis XVI et de Marie-Antoinette ?
En 2013, le chercheur en paranormal James Clark et Shirley Hitchings ont coécrit un livre sur le sujet, The Poltergeist Prince. Après avoir lu un article que James Clark avait écrit sur son affaire, Shirley avait voulu éclaircir les inexactitudes qu'il avait dites. Et c'est ainsi que Clark lui a proposé d'écrire un livre avec Shirley racontant son histoire. Elle a donc été amenée à rouvrir la malle des souvenirs qu'avait collecté Harold Shebet. Je n'ai pas encore lu le livre, mais j'imagine qu'il y a encore une foule d'informations intéressantes apportant des pistes sur l'identité de Donald, ou peut-être pas. Si vous avez lu ce livre, dites-moi qu'on en discute. Ou bien pensez-vous à la lecture de tout ce que je vous ai dit, que Donald était plutôt un esprit manipulateur et malveillant venu de ce que certains appellent le bas astral? Et qu'en est-il de la théorie du poltergeist? En vérité, une graphologue a analysé l'écriture des mots laissés par Donald et elle est quasiment certaine que les mots écrits par le fantôme ont en vérité été rédigés par Shirley elle-même. Interrogée là-dessus, Shirley a été profondément secouée par cette déclaration. Pour elle, cela n'était pas possible, car non seulement elle n'avait aucune souvenance de l'avoir fait, mais surtout, comment aurait-elle pu écrire des centaines de mots alors qu'elle n'était pratiquement jamais laissée seule? Et surtout, comment ses parents auraient-ils pu recevoir des messages alors qu'elle avait quitté la maison? Quand elle vivait sur la côte sud de l'Angleterre, les parents continuaient de recevoir des mots de Donald sur ce qu'elle et son mari faisaient. Et cela jusqu'au dernier message de Donald en 1968, « My work is done ». Comment aurait-elle pu procéder? Si elle avait écrit ces mots, par Dieu sait quel tour de passe-passe, comment expliquer aussi les coups dans les murs, les objets qui volent, les feux spontanés? Et par ailleurs, s'il s'agissait malgré tout d'un effet de télékinésie, induit non pas par Shirley, mais par John. Car John, rappelez-vous, c'est le grand frère adoptif de Shirley. Mais il est important de savoir qu'il avait une relation compliquée avec la famille. En vérité, avant ses 18 ans, John était persuadé d'être le fils biologique d'Ethel, qu'il avait adopté alors qu'il était tout petit. Mais à ses 18 ans, le service national avait écrit à Ethel pour réclamer le certificat de naissance de John. C'est là qu'elle a pris la décision de tout lui avouer. Le jeune homme a été profondément bouleversé par cette nouvelle. Il avait toujours pensé être son fils légitime et n'a jamais pardonné à sa mère adoptive de lui avoir caché son histoire durant si longtemps. Alors serait-ce lui qui aurait pu faire entrer Donald dans la vie de la famille Hitchings? Derrière les histoires de poltergeist, il y a toujours un drame. Et toutes les histoires de hantise sont liées à un événement tragique, à commencer par les énergies résiduelles. Dans les cas de poltergeist, c'est toujours un adolescent ou une adolescente troublée qui est au centre du phénomène. Et dans les histoires de maisons hantées, une entité reste dans les murs, soit parce qu'elle est morte sans le savoir, soit parce qu'elle n'est pas prête à se rendre dans d'autres plans vibratoires, quelque chose la retient. Alors peut-être que dans le cas du poltergeist de Battersea, la cause est plurifactorielle. Peut-être est-ce John, peut-être la mère Kitty qui est en fauteuil roulant, peut-être Ethel, peut-être Shirley qui ont malgré eux attiré une entité coincée sur Terre. Mais aussi Harold Shebet, il cherchait par tous les moyens à maintenir un contact avec Donald. Il l'appelait pour avoir la preuve ultime de la survivance de l'âme. Alors en quelque sorte, lui aussi l'a gardé dans la maison, cherchant à n'importe quel prix des réponses. Malheureusement, les notes d'Harold Shebet ne seront jamais publiées. Mais surtout, au bout du compte, il avait le sentiment de n'avoir pas trouvé de réponse. Il est décédé en 1978, 4 jours après son 78e anniversaire, sans avoir su qui était vraiment Donald. Le fantôme d'une personne défunte ou le produit des mystères du psychisme humain, ou encore un mélange des deux. 2 ans plus tard, en 1980, Shirley, qui vivait toujours avec son mari et ses enfants sur la côte sud d'Angleterre, a un jour été approchée dans une foire par une femme nommée Agnès, qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Cette femme lui a révélé voir un petit garçon roux dans un costume bleu derrière elle. « Il vous suit partout », lui avait-elle dit. Elle lui avait alors demandé si elle n'avait pas eu un petit frère décédé. Shirley répondit par la négative. Mais très rapidement surgit dans sa mémoire l'image que Shebet lui avait donnée des années plus tôt, celle d'un petit garçon en costume de satin bleu avec des cheveux roux. Ainsi se termine ma vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me laisser un commentaire. À très bientôt.